Prenez juste la carte géographique et une carte qui vous montre le relief. Quand vous prenez le relief de n'importe quel pays, je peux vous situer, j'ai fait histoire géo à l'université. Donc, je prends la carte géographique, de la géographie physique, je vous dirai quels sont les sites de peuplement. C'est comme ça qu'on les appelle en géographie. Le site de peuplement. Or, quand on voit la Bouenza et la Likwala, vous trouvez plus de sites de peuplement, c'est-à-dire des facilités de peuplement dans la Bouenza que dans la Likwala. Et puis, lorsque vous avez dans les zones de forêt, les zones de forêt ne sont jamais plus peuplées que les plaines et les savanes. Ça, c'est le Congo est le premier pays qui est en train de démontrer que la zone forestière devient plus peuplée que la zone de savane et de plaine, alors que les royaumes et les empires sont situés dans les plaines. Et qui dit royaume et empire dit croissance démographique plus qu'une zone de forêt avec des chefferies. C'est-à-dire que Denis Sassou Nguesso, en donnant ce résultat, il vous donne un résultat de recensement qui est totalement contraire au cours de démographie qu'on nous a enseigné à l'université Mariam Wadi. Il donne des résultats qui sont contraires à ce que les professeurs enseignent à l'université Mariam Wadi. Appelez-les qu'ils viennent vous expliquer. Moi, j'interpelle les partis de l'opposition, mais j'interpelle encore plus mes professeurs. Les Samba Kimbata, je ne sais pas si il est toujours en vie, ça fait longtemps que je n'ai plus de ses nouvelles. Les Théophile Obenga, demandez à Théophile Obenga. Demandez à Yvon Norbert Gambeg. Demandez aux sociologues congolais. C'est de la criminalité intellectuelle, ce qu'on est en train de faire au Congo. Voilà, et donc si nous voulons construire le Congo, il nous faut un contrat social en bonne et due forme, c'est-à-dire le partage de nos richesses. Ce qui choque et ce qui est condamnable, c'est quand Sassou prend 14 000 milliards, il le bouffe et nous avons les inondations, les érosions, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. Mais il a 14 000 milliards dans les poches. Il a les excédents budgétaires dans les poches et il donne accessoirement 2 milliards à un Gabonais qui vient, qui se sert de 2 milliards et qui part. C'est ça qui est choquant. Et ça, que Denis Sassou Nguesso soit du Niari, du Poul, de la Bouenza, de la cuvette, de la Likwala, si c'est ça le comportement, nous condamnons. Bonne et heureuse année 2024 à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Merci de suivre ce tout premier numéro Droit de savoir de l'année. Les résultats du 5e recensement général de la population et de l'habitat au Congo-Brazzaville ont été rendus publics le 31 décembre 2023. La population congolaise a doublé. Elle est passée de 3 697 490 habitants en 2007 à 6 175 878 habitants en 2023. Des résultats dont les statistiques de certains départements du pays friseraient du tripatouillage selon certains spécialistes en démographie. Mais pour quel intérêt? On en parle aujourd'hui avec Didier Mouni-Ivolo et si le temps nous le permet, nous aborderons également les pénuries d'eau et les délestages intempestifs du courant électrique au Congo-Brazzaville, couplés des inondations et des érosions qui caractérisent désormais le quotidien des Congolais. On parlerait d'un véritable enfer au Congo-Brazzaville. Bonjour et bonne année, Didier Mouni-Ivolo. Bonjour, M. Perrin, et merci pour cette invitation. Merci Didier Mouni-Ivolo, vous êtes spécialiste des relations internationales, porte-parole du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. Alors, vous avez suivi les résultats, la publication des résultats du 5e recensement général de la population de l'habitat au Congo-Brazzaville, 16 ans après celui, bien entendu, de 2007. Votre première lecture sur ces résultats. Alors, M. Perrin, laissez-moi déjà présenter en mon nom et au nom du CRC les meilleurs vœux aux populations congolaises, les vœux les plus sincères de santé, de bonheur, malgré la crise, malgré les situations difficiles que vivent les populations. Vous l'avez dit, hein, les populations congolaises vivent un vrai enfer au Congo, et les vœux de réussite, réussite parce que dans ce flot de malheur, il y a quand même des petites réussites que nous voyons sur les réseaux sociaux et qui font plaisir.
Je sais que les populations congolaises ont traversé une année 2023 très, très, très difficile. On va en parler avec les inondations, pratiquement une grande partie de l'année, des inondations, pas d'eau potable, pas d'électricité, des délestages. Mais en face, vous avez des autorités qui sont des fiefs menteurs. Le président de la République, en premier lieu, chef de bande, le premier ministre aussi, mais les autres ministres et même les directeurs, ça touche maintenant même les directeurs, on en parlera. Lorsque le directeur qui doit donner l'eau potable il dit en 5 jours, on reviendra là-dessus, je donnerai l'eau. Je pense qu'il a voulu paraphraser et imiter un certain Jésus-Christ qui a dit, vous détruirez ce temple et je le reconstruirai en 3 jours. Vous détruirez les réseaux d'eau potable au Congo, la pluie peut tout détruire, mais rassurez-vous, je vais tout reconstruire en 5 jours. Donc, une année 2023 difficile et une année 2024 qui commence avec les mêmes difficultés qui vont s'amplifier. On l'expliquera pourquoi. Et donc, malgré ça, malgré tout, je souhaite quand même à mes compatriotes, aussi bien au Congo-Brazzaville que dans toute la diaspora à travers le monde, les vœux les plus sincères, en tout cas, pour cette année 2024. Nous qui vivons à l'étranger, nous sommes solidaires des Congolais qui sont au Congo et nous pensons que le jour viendra pour qu'ensemble, main dans la main, toutes les filles et tous les fils du Congo, nous reconstruirons notre pays parce que nous aimons tant notre pays. Et d'ailleurs, c'est pour cela que nous acceptons vos invitations, en tout cas vous, les gens de la presse, pour participer à la réflexion, au développement de la pensée et dire aux Congolais de Brazza, vous n'êtes pas seuls, nous sommes tous ensemble, nous sommes tous des frères et sœurs, de Beto à Pointe-Noire, de Djambala à Komono, nous reconstruirons notre pays. Merci Didier Mounivolo. Je vous posais donc la question de nous dire quelle lecture faites-vous de ces résultats du cinquième, de manière globale bien entendu, hein, du cinquième recensement de la population d'habitat au Congo-Brazzaville. Alors, ma première réaction, c'est une satisfaction. Satisfaction pourquoi? Parce que en tant que Congolais, évidemment, de savoir qu'en 16 ans, on peut passer de 3 millions à 6 millions d'habitants, donc on peut doubler la population, ça, ça vient dire qu'il y a une vitalité au Congo. Il y a, en tout cas, un système politique, il y a un système social, il y a une économie de marché qui font que les Congolais sont contents, les Congolaises sont contentes. Donc, la vie qu'on recommande à la population de faire des enfants, de créer des familles. Donc, pour moi, la première lecture, hein, n'importe quel intellectuel, n'importe quel politique, quand il lit ces chiffres, il dit, tiens, ce pays-là, ça va, parce que c'est quand les gens sont contents, ils sont joyeux, ils ont donc des rêves de bâtir les familles, d'avoir des enfants, d'avoir des descendants. Donc, ça, c'est la première lecture. Mais dans le même temps, je me dis, comment, avec le lot de misère au Congo, le gouvernement explique ce doublement de la population, c'est-à-dire ce doublement démographique. En réalité, ce qui ne marche pas dans ces chiffres, c'est qu'on vous donne des chiffres bruts, mais on ne vous explique pas quelle a été la méthodologie utilisée pour compter la population, malgré les réalités naturelles, mais aussi des réalités politiques difficiles. Comment se fait-il qu'un pays comme le Congo a pu doubler sa population? Donc, il faut aller beaucoup plus en profondeur pour interpréter ces chiffres et surtout donner la méthodologie qui a été utilisée pour aller recenser les gens. Et puis expliquer dans certaines zones pourquoi la population augmente plus lentement et que dans d'autres, il y a plus que de doublement de population. Parce que si la population congolaise a doublé dans son ensemble de façon générale, il faut donc regarder de façon spécifique quelles sont les zones où cette population a vraiment connu une forte croissance démographique et quels sont des éléments factuels, quels sont les faits, non pas les fantasmes et l'imaginaire, mais les faits qui expliquent cette forte croissance démographique. Et quand on regarde cela de plus près, on se rend compte qu'il y a anguille sous roche. Alors, Didier Boudi-Volo, est-ce qu'on peut procéder par ce que l'on peut appeler une étude comparée? En 2007, les 5 départements de la partie sud, notamment le Kwilu, le Niari, la Bwenza, la Lekumu et le Poul, comptaient 965 197 habitants. Ceux de la partie septentrionale, notamment le plateau, Cuvette Ouest, Sanga et l'Alikwala, la population était de 673 493 habitants, 16 ans après.
Les 5 départements de la partie sud comptent désormais 1 291 166 habitants, soit un taux de croissance de 34%. Et ceux de la partie septentrionale, les 5 départements font désormais 1 244 619 habitants, soit un taux de croissance de 91%. Une grande différence. Donc, dans la partie sud, la croissance a été de 34%, pendant que dans la partie septentrionale, la croissance a été de 91%. Quelle explication donner à cette croissance exponentielle de la population dans la partie nord? Y aurait-il probablement une amélioration des conditions de vie dans cette partie du pays, c'est ça? Alors, vous savez, Monsieur Perrin, je vous ai toujours dit que ce qui est triste dans notre pays, c'est que nous sommes dirigés par un homme, Denis Sassou Nguesso, qui se moque de tout, qui se moque de la science. Vous dites, est-ce qu'il y a une explication? Il n'y a pas d'explication. Parce qu'une fois de plus, je convoque ici les démographes, les historiens, les anthropologues, les philosophes, les religieux, tous ceux qui sont spécialistes des sciences sociales, des sciences humaines et notamment les géographes, tous ceux qui font géographie économique, démographie, géostratégie et j'en passe. Mais je convoque aussi la médecine. Vous savez pourquoi le monde atteint 7 milliards d'habitants, 8 milliards d'habitants aujourd'hui? Mais parce que dans les pays les plus peuplés, on a amélioré la médecine, la science médicale. La médecine a pour fonction de guérir les maladies, de les prévenir, de les guérir, de protéger le corps humain et prolonger la vie. Donc, lorsque vous avez des pays comme la Chine et l'Inde où les gens vivent au-delà de 100 ans, c'est-à-dire qu'ils ont le temps, eux, de faire des enfants, ils sont encore vivants, leurs enfants ont des enfants, ils sont encore vivants. Donc, vous avez plusieurs générations qui s'ajoutent. Or, l'espérance de vie au Congo, selon les chiffres de l'OMS, ne dépasse pas les 70 ans. Mhm. Donc, comment on a fait pour gonfler cette population au Congo, notamment dans la partie nord, si ce n'est pas par la magie du tribalisme? Il y a un autre exemple qui peut servir d'étude comparée, c'est l'exemple des départements de la Likuala et celui de la Bouenza qui retiennent l'attention des observateurs. En 2007, la population de la Bouenza était de 309 000 habitants et celle de la Likuala était de 154 000 habitants. En somme, la population de la Bouenza, ici c'est très clair, était le double de la Likuala. En 2023, la population de la Bouenza est de 363 000 habitants et celle de la Likuala passe à 355 000 habitants. En fait, c'est une population qui a doublé. Et donc, désormais, la Bouenza a une population, j'allais dire égale, puisque, oui, c'est ça, égale à la population de la Likuala. Comment expliquer cela? Si vous interrogez la géographie économique, pour que un département comme la Likuala passe de 154 000 habitants en 2007 à 355 000 habitants en 2023, c'est-à-dire plus de 200 000 habitants en moins de 20 ans, avec un taux de natalité qui ne dépasse pas les 3% et qui ne dépasse pas 4 enfants par femme, ça ce sont les chiffres officiels des démographes. Comment vous expliquer? En plus, quand vous regardez la Bouenza, 309 000 habitants en 2007, n'a que 363 000 habitants 20 ans après. Donc, une augmentation d'une 50 000 habitants dans la Bouenza pour 200 000 habitants dans la Likuala. Or, quand on va comparer la Likuala et la Bouenza, sans tribalisme, la Bouenza a des grandes villes, a de grandes communes. Loudima, Nkaï, Bouanza, Loutete. Et je peux comme ça continuer. Et donc, si vous prenez juste la Bouenza le long du chemin de fer, quelles sont les villes en comparaison avec la Likuala pour que ces villes dans la Likuala soient plus attractives sur le plan économique,
sur le plan de l'immigration, sur le plan sanitaire, sur le plan sociologique. Il n'y en a pas. On n'est pas en train de dire que la Likwala n'est rien. Attention, je nuance, je suis sur la science démographique, la démographie. Il faut donc une attractivité économique. Or, nous savons très bien que le Congo est un pays avec un taux d'exode rural très, très, très élevé. Nos villages sont en train de se vider parce que dès lors qu'on arrive à l'université, tout le monde vient à Brazzaville. Tout le monde vient à C'est-à-dire, vous Brazzaville. êtes en train de dire qu'il n'y a pas d'activités qui peuvent retenir la population, c'est ça, qui peuvent retenir Monsieur les Perrin, jeunes. prenez la carte géographique du Congo. Prenez juste la carte géographique et une carte qui vous montre le relief. Quand vous prenez le relief de n'importe quel pays, je peux vous situer. J'ai fait histoire géo à l'université. Donc, je prends la carte géographique, de la géographie physique, je vous dirai quels sont les sites de peuplement. C'est comme ça qu'on les appelle en géographie. Le site de peuplement. Or, quand on voit la Bouenza et la Likwala, vous trouvez plus de sites de peuplement, c'est-à-dire des facilités de peuplement dans la Bouenza que dans la Likwala. Et puis, lorsque vous avez dans les zones de forêt, les zones de forêt ne sont jamais plus peuplées que les plaines et les savanes. Ça, c'est le Congo est le premier pays qui est en train de démontrer que la zone forestière devient plus peuplée que la zone de savane et de plaine, alors que les royaumes et les empires sont situés dans les plaines. Et qui dit royaume et empire dit croissance démographique plus qu'une zone de forêt avec des chefferies. C'est-à-dire que Denis Sassou Nguesso, en donnant ce résultat, il vous donne un résultat de recensement qui est totalement contraire au cours de démographie qu'on nous a enseigné à l'université Mariam Ngouabi. Il donne des résultats qui sont contraires à ce que les professeurs enseignent à l'université Mariam Ngouabi. Appelez-les qu'ils viennent vous expliquer. Je prends un autre Évidemment, parce département, que, le pardon, Congo. on va rester un peu sur la Likwala, c'est bien ça. Et lorsqu'on lit les statistiques sur, voilà, en fait, le taux de croissance annuel, hein, et là, je suis sur le site de Sherbrooke, hein, c'est une université canadienne, je pense, qui donne les statistiques, notamment sur, par exemple, la population congolaise. Ici, je lis le taux de croissance annuel a varié entre 1960, c'est-à-dire depuis l'indépendance, jusqu'en 2020, entre 4,16% et 2,28% en 2020, avec un petit pic, bien entendu, en 2010, où voilà, le taux de croissance annuelle était passé à 4,16%. Monsieur Perrin, autre chose, en plus des chiffres que vous donnez, lorsque vous dites qu'il y a 355 000 personnes dans la Likwala, ils vivent où? La partie nord du Congo est habitable sur un quart et les trois quarts, c'est la forêt et notamment la forêt marécageuse. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les études de l'INRAP qu'on nous enseignait à l'école jusqu'à l'université. Vous avez ce document de l'INRAP sur la géographie congolaise. Nous, quand on est à l'école, jusqu'au lycée, on avait ce petit livre bleu. Le nord du Congo, c'est 20% de la population, à peu près jusqu'en 97, mais pour des raisons géographiques et non pas pour des raisons tribales. Il faut qu'on sorte du tribalisme. Or, on fait tout avec tribalisme. C'est ça qui est dommage. C'est ça. Vous savez, en mathématiques, nous avons étudié pi. Et les profs de mathématiques nous disaient pi égale à 3,14. Formule élémentaire pour fabriquer la roue. Et la formule de pi égale à 3,14 est universelle, que l'on soit sur la Lune ou sur Terre, peu importe le pays ou le continent. Mais sauf le Congo. Le Congo, le résultat de pi, ce n'est pas 3,14. Le résultat de pi dépend de l'état d'âme de Denis Sassou Nguesso. Si Denis Sassou Nguesso est content, eh ben, le résultat de pi peut grimper à 3,18, 3,21. Et s'il n'est pas content, il est triste, le résultat de pi descend à 3,13, 12 ou 10. C'est-à-dire que la science au Congo est galvaudée, est brutalisée, est jetée par terre par un pouvoir médiocre. Et le plus dramatique dans tout ça, c'est que les hommes de science, les intellectuels, les hommes, les sachants, regardent et applaudissent. Mais il faut être débile
pour venir lire ces chiffres-là à la télé, alors qu'on n'explique même pas sur le plan méthodologique comment on a compté 355 000 personnes dans la Likwala. On est allé les compter où? Et qu'est-ce qui explique ce doublement de la population de la Likwala alors qu'il n'y a pas une activité Est-ce qu'on ne peut pas économique? attribuer évidemment ce doublement de la population à ce qu'on appellerait le solde migratoire? Peut-être que, bon, comme c'est une partie du pays qui est aussi frontalière avec les pays voisins, est-ce qu'il n'y a pas eu cette La Likwala, immigration qui a dû augmenter la population à ce niveau? mais c'est pour cela que je vous parle de la science démographique. La Likwala est frontalière de sa partie sud à sa partie nord avec la RDC. Donc, il faut expliquer comment, dans la Likwala, les gens de la RDC sont venus. Mais je vous rappelle que les gens de la RDC qui viennent dans la Likwala ne sont pas des Congolais de Brazzaville. Et le recensement compte les Congolais de Brazzaville, pas les habitants du Congo. C'est un recensement général de la population et de l'habitat des Congolais. Et ça, on peut compter les étrangers, mais on les note comme étrangers. Quand on dit 6 millions, ce sont les Congolais. Donc, il faut donc voir quelles sont les causes médicales. Donc, il y a eu Louis Pasteur qui s'est incarné au Congo. Il y a eu Fleming qui s'est incarné au Congo, donc des grands médecins, et donc qui ont commencé à prévenir les pathologies, à guérir les maladies et à prolonger la vie. Ça, c'est sur le plan médical. Donc, sachez, le ministère de la Santé, par exemple, on l'appelait d'abord le ministère de l'hygiène publique. Quand on voit qu'aujourd'hui, les trois quarts de la Likwala se trouvent dans l'eau, dites-moi, quand vous regardez les vidéos de la Likwala, trois quarts dans l'eau, vous avez vu 300 000 personnes? Quelles sont les raisons économiques? C'est-à-dire, la Likwala devient un hub économique, il y a des entreprises qui s'implantent, donc des Congolais vont travailler là-bas. Il y a une attractivité économique où la Likwala devient la Silicon Valley du Congo. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comme ça décréter que la population dans tel endroit a doublé en moins de 20 ans, mais il n'y a pas des raisons sérieuses, des faits qui vous le démontrent. Mais dans le même temps, la Bouenza, nous savons très bien quelle est la capacité de production de la Bouenza. Combien de gens de la Likwala vont travailler dans la Bouenza? C'est le paradoxe quand on est en train de voir. Combien de gens de la Likwala s'implantent dans la Bouenza pour travailler? Donc, pour expliquer la faible croissance de la Bouenza, ça veut dire que la Bouenza a connu des épidémies, a connu des guerres, a connu des sécheresses ou des inondations qui ont fait que les gens ont fui cette contrée-là, d'où le ralentissement de la population. Mais dans ce cas, il faut que le gouvernement explique. Alors, il y a les statistiques d'un autre département qui mérite d'être scruté, c'est le département du Poul, où tout le monde sait qu'il y a eu des expéditions militaires punitives entre 2016 et 2018, avec pour conséquence un génocide. Des centaines de villages ont été finalement rasés, des populations décimées, tout le monde le sait, qui se sont même déplacées à travers le pays. Mais curieusement, les résultats du cinquième recensement de la population et de l'habitat au Congo présentent le Poul, curieusement, comme le département le plus peuplé, avec 394 532 habitants. La manipulation intellectuelle et la manipulation démographique. Parce que depuis 1997 jusqu'à une date assez récente, les conflits entre le pouvoir, entre Denis Sassou Nguesso et Ntoumi, sous prétexte que je ne sais pas qui a attaqué un commissariat à Bakongo, vous avez un général, Gideon, Jean-Dominique Okemba qui a dit, on a bombardé le Poul, on a rasé le Poul, le ciel n'est pas tombé. Donc, il faut que, là aussi, le pouvoir puisse expliquer aux Congolais comment un département qui a été rasé, je crois, si je ne me trompe pas, il y a 3 districts dans le Poul où il n'y a pratiquement personne. Les vidéos existent sur les réseaux sociaux. Les gens qui étaient dans le Poul ont beaucoup fui dans la Bouenza, hein, le département voisin, hein, ils ont beaucoup fui dans la Bouenza. Les autres ont fui, ils ont fui de l'autre côté de la Bouenza qui est donc en RDC. Il faut savoir que nous avons beaucoup de camps de réfugiés congolais de Brazzaville en RDC. C'est un sujet qui est souvent traité. Et d'autres sont allés à Pointe-Noire et une bonne partie a été décimée. D'autres sont allés dans le Kouilou, d'autres sont allés au niveau de Pointe-Noire. Donc, voyez-vous que la Bouenza et le Kouilou, pour dire
pour ne pas dire Pointe-Noire, qui accueille une forte population originaire du Poul, les gens qui ont fui les bombardements, sans compter les morts, parce que les morts sont morts, mais ceux qui ont fui. Et curieusement, les départements qui reçoivent les populations sont en ralentissement démographique et le département qui a été vidé, rasé, bombardé connaît une croissance exponentielle. Et là aussi, M. Perrin, je veux bien que vous m'invitiez une prochaine fois, mais s'il vous plaît, trouvez-moi des démographes pour qu'on puisse débattre. Parce que c'est un scandale. On vient de raser un département, on veut faire un déni des génocides en Est-ce disant... que c'est Mais, une façon de vouloir camoufler les massacres qui ont eu lieu dans ce département? mais ces derniers temps, vous avez de nombreux Congolais au Congo et dans la diaspora qui travaillent sur les génocides dans les pôles. Vous avez des écrits. Donc, une manière de masquer ce génocide, c'est de dire, mais si on nous accuse de génocide, mais on n'a tué personne, puisque la population est en... Attention, la démographie, c'est une science au service de l'économie, de la politique, de la géostratégie. Je vous donne des exemples simples. La Chine, avec sa puissance démographique, on voit les résultats aujourd'hui. L'Inde, avec sa puissance démographique. Pourquoi l'Allemagne est la première puissance de l'Union européenne? C'est grâce à son économie, mais qui vient aussi de sa puissance démographique. Pourquoi on traîne les pas ou on refuse l'entrée de la Turquie en Union européenne? Parce que si la Turquie entre dans l'Union européenne, la Turquie devient la première puissance avec sa démographie. Donc, gonfler la population du pool, c'est effacer dans l'imaginaire la question du génocide dans le pool, pour dire le pool, la population est toujours en forte croissance, donc il n'y a pas eu génocide. En dehors de ça, on ne voit pas d'où sortent ces individus qu'on a recensés. Peut-être qu'ils sont allés recenser les gens dans les tombes, ça reste aussi possible. Mais dire qu'ils ont recensé des vivants, et là, il faut qu'ils viennent expliquer où, quand, comment. En d'autres termes, si on gardait ce rythme, bien entendu, de croissance, le prochain recensement de la population du Congo nous présentera probablement la partie septentrionale comme étant la plus peuplée du Congo, Brazzaville. Pour quel intérêt? Pour quel intérêt euh, Alors, je rappelais tout à l'heure que euh, ce recensement viole toutes les lois. Parce que vous avez démontré, pardon, pendant que vous répondez, vous avez démontré tout à l'heure qu'il n'y a pas de raisons qui peuvent expliquer évidemment cette croissance exponentielle, il faut le dire. Parce que ici, la population a totalement doublé. Alors, donc, si on a commencé à tripatouiller en fait les résultats de cette manière, comme je le disais tout à l'heure, probablement que l'objectif serait de basculer dans quelques années. Qu'on nous dise que la partie septentrionale, il y a beaucoup plus de population, elle est beaucoup plus importante que dans la partie sud. Voilà pourquoi je vous pose la question de savoir pour quel intérêt. Alors, je disais tout à l'heure que ne sous-estimez pas la démographie. Et puis, dans mes exemples, je pouvais ajouter la Russie, par exemple. Aujourd'hui, la Russie est en train même de sortir les femmes de prison si tant est qu'elles acceptent une remise de peine contre une grossesse. Voilà, vous imaginez. Donc, ne sous-estimez pas la démographie. La démographie est une science très, très, très importante entre les mains des dirigeants. Qu'est-ce qui se passe? C'est une hypothèse. Après, il y en a d'autres, peut-être. Chacun pourra donner. Mais moi, mon hypothèse, c'est que Sassou prépare sa fin. C'est un être humain. Il sait qu'il est assez vieux et il est incapable d'imposer son fils ou son neveu, en tout cas un membre de sa famille. En l'occurrence, on cite Christelle Denis Sassou Nguesso. Mais il sait qu'il a la capacité de tricher aux élections. Mais comment tricher alors même que la partie sud du Congo, c'est 70 à 80% de la population. Donc, en faisant ce recensement, il veut démontrer que le Nord a gagné en croissance démographique, le Sud est en train de perdre en croissance démographique sans le justifier. Quelles sont les situations au Sud du Congo qui démontrent ce ralentissement de la population alors que c'est la zone la plus économiquement viable? Quand vous partez de Brazzaville à Pointe-Noire, sur le plan économique, c'est beaucoup plus viable et productif que si vous quittez Brazzaville jusqu'à Bétou. Donc, pour Denis Sassou Nguesso, c'est quoi le raisonnement? 2023, on est quasiment à égalité. 2026, soit on est à égalité, soit on dépasse légèrement. Donc, 50-50.
Ça veut dire que lorsqu'on va faire les élections de 2026, la partie nord aura 50% d'électeurs, la partie sud aura aussi 50% d'électeurs. Sauf que dans la partie nord, Kiki a été choisi par 40%, 35-40%. C'est pas grave, il n'a pas la majorité du nord. Donc, et puis on va prendre 2-3 leaders qui auront 5, 10 par là. Et la partie sud, qui boude Kiki a quand même obtenu 25% de la partie sud, ou 30% seulement. Vous voyez? Mais sauf que quand on combine les deux, Kiki est élu avec 55%, avec 60%. Donc, en dehors de cette raison électoraliste pour tricher, moi, je ne vois pas pourquoi on va manipuler les données démographiques. Et la logique reste les élections ou l'élection présidentielle pour imposer soit son fils, soit son neveu, pour dire la partie nord devient plus peuplée. Et les criminels qui contribuent à ça, je vais vous choquer, M. Perrin, les criminels qui contribuent à ça, ce n'est pas Koliné Makosso. Koliné Makosso, il est dans la gangue de Sassou. Ce n'est pas le ministre de l'économie ou autre. Ce ne sont pas les agents de l'État. Mais ce sont les géographes congolais qui savent que c'est faux, faux, archi faux. Moi, j'interpelle les partis de l'opposition. Mais j'interpelle encore plus mes professeurs. Les Samba Kimbata, je ne sais pas si il est toujours en vie, ça fait longtemps que je n'ai plus de ses nouvelles. Les Théophile Obenga, demandez à Théophile Obenga. Demandez à Yvon Norbert Gambeg. Demandez aux sociologues congolais. C'est de la criminalité intellectuelle, ce qu'on est en train de faire au Congo. Et il y a également, comme vous avez dit, la complicité de l'élite congolaise. Citons. Mais c'est choquant. Existe, bien entendu. Mais demandez même aux économistes, ceux qui sont dans la Likola ou dans la partie nord, qui sont à 3 millions, mais ils vivent de quoi? Ils mangent quoi? Ils se soignent où? Ils dorment où? Ils se déplacent comment? Citez-moi des villes où on a... Et donc, ça suppose, ça peut aussi justifier demain, on va dire, 50% de l'investissement au Congo, ça sera au nord, 50% au sud. Mais ça, c'est du tribalisme. Dans tous les pays du monde, vous avez ce qu'on appelle les sites de peuplement. Vous ne pouvez pas déplacer la Silicon Valley dans le Texas. Vous ne pouvez pas déplacer la ville de New York en Alaska. Ça ne marchera pas. C'est l'histoire qui le dit. C'est comme si vous voulez déplacer Owando, vous allez mettre Owando à Dongu. Mais ça ne marchera pas. Parce que quand vous réalisez la photo aérienne, Owando, c'est une zone de confluence des voies, comment on appelle ça, des routes. Vous avez comme ça ce qu'on appelle des sites de peuplement. C'est des sites qui sont toujours dans les zones de confluence. Ceux qui prient, quand ils prient Jérusalem, pourquoi Jérusalem, c'est une ville profaçante? Mais parce que dans la zone et dans l'Antiquité, toutes les routes commerciales se retrouvaient à Jérusalem. D'où vous partez, les routes arrivaient à Jérusalem. C'est pour ça que Jérusalem est comme ça. Faites ce que vous voulez, Kinkala, ce sera Kinkala. Et Bouanza, c'est Bouanza. Parce que dans la Bouenza, les routes de la Bouenza se croisent à Bouanza. Les routes du Niari se croisent à Dolisie. Maintenant, si vous voulez faire de Kibangu une ville plus prospère que Dolisie, mais vous vous trompez. Mais vous vous trompez. Est-ce que c'est, en d'autres termes, c'est une réponse que Denis Sassou Nguesso apporte à la question, à l'inquiétude qu'avait bien entendu Ambroise Noumazala, je pense, qui, là, j'entre un peu dans ce qu'ils appelaient, ou je ne sais pas si cette politique ou cette stratégie continue, le Boumitri, où Noumazala il s'inquiétait de ce que finalement, par rapport à la configuration actuelle ou de cette période-là, jamais, voilà, un politique de la partie septentrionale pouvait gagner une élection loyalement et que maintenant, il faut inverser, bien sûr, les statistiques pour faire que cela soit désormais possible. C'est exactement l'héritage de nos anciens. La génération de Denis Sassou Nguesso, de Noumazala, de Tister et autres, ce que je trouve de dommage, c'est des gens qui nous lèguent le tribalisme et nous, cette génération, on tombe en plein là-dedans. Moi, je vous dis aujourd'hui, je m'en fiche qui sera le prochain président du Congo. Et d'ailleurs, dans l'une de mes vidéos, j'ai même demandé
que tous les Congolais se mettent d'accord que le futur président du Congo vienne de la Likwala ou de la Sangha. Mettons-nous d'accord. Moi, je suis partant. Je signe tout de suite. Le futur, c'est-à-dire en 2027, 2026, la Likwala et la Sangha nous présentent des candidats. Comment? Au PCT, à l'UPADS, à Yuki, au RDPS, ils ne choisissent que les candidats à l'élection présidentielle, les gens de leur parti politique, mais originaires de la Sangha, de la Likwala, accessoirement des plateaux. Pour qu'on sorte de cette configuration où on pense que le président du Congo doit venir du Poul, de la cuvette ou des pays du Niari. Mais qui vous a dit ça? Et Noumazala est celui qui a le plus théorisé ça. C'est grave. Moi, je suis prêt qu'on se dise, pour sortir du tribalisme, entre autres la construction nationale, il y a un travail à faire, eh bien, on se met d'accord. Dans beaucoup de pays, c'est comme ça. Hein? On a cette organisation où, dans les partis politiques, chaque élection présidentielle, on va présenter plutôt les originaires. Comme ça, tout le monde aura eu cette fonction-là et on verra que c'est une fonction qui est aléatoire par rapport à la vie économique, à la vie sociale d'un pays. Si nous construisons un vrai contrat social, je répète, si nous construisons un vrai contrat social, peu importe que le président soit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, les Congolais s'en moquent. Ce que les Congolais veulent, sont les infrastructures, l'eau et l'électricité. Est-ce que la qualité de l'eau doit changer si le président est du nord et du sud? Est-ce que le voltage de l'électricité change que le président soit du nord ou du sud? Mais pas du tout. Qui est allé le plus en guerre contre les populations du pôle? C'est Fulbert Youlou. Qui est allé le plus en guerre contre les populations du pôle? C'est Fulbert Youlou. Qui a fait exploser les corbeaux? C'est Fulbert Youlou. Donc, après Fulbert Youlou, mais Marien Gwabi qui était de la cuvette, Yombi Opango qui était de la cuvette, vous les avez vus bombarder une région congolaise? Massamba Deba qui a eu maille à partir avec Marien Gwabi. Vous l'avez vu bombarder la cuvette? Marien Gwabi qui a eu des opposants du pôle. Vous l'avez entendu dire qu'on va détruire le pôle? Sassou l'a fait parce qu'il a un problème psychologique ou psychiatrique. Voilà, et Donc, donc, si nous voulons construire le Congo, il nous faut un contrat social en bonne et due forme, c'est-à-dire le partage de nos richesses. Ce qui choque et ce qui est condamnable, c'est quand Sassou prend 14 000 milliards, il le bouffe et nous avons les inondations, les érosions, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. Mais il a 14 000 milliards dans les poches. Il a les excédents budgétaires dans les poches et il donne accessoirement 2 milliards à un Gabonais qui vient, qui se sert de 2 milliards et qui part. C'est ça qui est choquant. Et ça, que Denis Sassou Nguesso soit du Niari, du Poul, de la Bwenza, de la cuvette, de la Likwala, si c'est ça le comportement, nous condamnons. Si c'est ça le comportement, on va condamner. Voilà, puisque vous faites déjà état des érosions, des inondations, il y a eu également la pénurie d'eau potable, mais ça, c'est un problème qui date de plusieurs décennies, tout le monde le sait. Il y a eu également ces délestages intempestifs au niveau, bien sûr, de Brazzaville comme de Pointe-Noire. Alors, la justification qui avait été donnée, notamment sur l'eau potable, c'est qu'il y a un produit sur quatre qui permettent le traitement, bien sûr, de l'eau qui était en rupture. En réalité, l'eau qui est traitée, l'eau qui est distribuée, elle est traitée à base d'un certain nombre de produits. Et ces produits de traitement ne sont pas fabriqués ici au Congo. Nous avons 4 types de produits qui entrent dans la filière de traitement de l'eau. 4. Et de ces 4 types de produits, il y a un qui actuellement fait défaut. En l'occurrence, le sulfate d'aluminium qui était en rupture et que, bon, on avait fait donc, on a fait la commande, on attendait pour que le produit arrive et je crois qu'il est arrivé et probablement qu'on a rétabli la distribution de l'eau potable au niveau de Brazzaville et de Pointe-Noire. Mais ici, la question, c'est que le problème d'eau se pose, comme je l'ai dit, depuis des décennies. Comment expliquer que bon, le directeur général de la LCDE, c'est comme ça qu'on appelle ça désormais, l'ancienne SNDE,
a tenté de s'expliquer, sans dire évidemment qu'il y a un véritable problème qui se pose à ce niveau. Les Congolais n'ont, il faut le dire, pas d'eau potable depuis des décennies. Je lisais les commentaires sur les réseaux sociaux par rapport au message à la nation, alors, par rapport au vœu du président, disant que 2024, année de la jeunesse, mais je crois que ça fait plusieurs fois, il le répète, mais et le commentaire disait, attends, à plus de 90 ans, on est encore en train de faire des promesses. À 90 ans, on ne fait plus de promesses. Moi, j'ai envie de À dire... quel âge va-t-on réaliser ces promesses? Exactement. À 90 ans, même les mémoires, on les a déjà écrits. On ne fait plus de promesses à une jeunesse à 90 ans. C'est pour vous dire quoi, M. Perrin? Le directeur de la société d'électricité, comme son homologue de De la la Congolaise LCDE, des eaux, oui. Oui. hein, la Congolaise des eaux, ce que les Congolais attendent d'eux, ce n'est pas de les voir à la télé en train de danser, chanter ou de faire des promesses. Les Congolais veulent les voir sur les chantiers en train de travailler pour que les Congolais puissent avoir l'électricité et l'eau potable. On n'a pas besoin de savoir si en 5 jours, il va réparer l'eau potable. Il ne pourra pas les réparer. Vous savez pourquoi? Parce que dans 5 jours, les inondations n'ont pas fini. Donc, tant qu'il y a des inondations, il ne fera rien. Il ne va pas creuser dans les inondations. On voit, ce monsieur a étudié quoi d'abord? Le directeur de la Congolaise des eaux. Il a étudié quoi pour venir parler comme ça? Et il s'adresse à qui? Il s'adresse à des imbéciles? Il s'adresse à des enfants à qui on promet, je ne sais pas. Mais nous ne sommes pas dans la pensée magique. Monsieur Perrin, nous sommes des intellectuels assermentés et nous sommes des scientifiques. Il y a l'eau partout à Brazzaville. Dites-moi, il règle le problème comment? Tant que l'eau n'est pas partie. Et puis, vous l'avez dit, monsieur Perrin, ça fait combien d'années les Congolais n'ont pas d'eau? Ça fait combien d'années? Lorsque nous étions en terre sèche, il n'y avait pas les inondations, les Congolais n'avaient pas déjà d'eau. Parce que lui-même, c'est ça qui est excellent, je le félicite, il date les inondations de 3 mois. Donc, si on recule à 3 mois, on est peut-être vers octobre, septembre. Mais en 2021, il n'y avait pas d'eau au Congo. En 2000, il n'y avait pas de l'eau potable au Congo. Les Congolais avaient déjà des problèmes d'eau potable et d'électricité en 2000. Déjà, dans les années, oui, 2010, il y avait déjà ce problème-là il y avait déjà ce problème. Avec acuité. Donc, du coup, comment on peut venir faire une telle promesse? Là encore, il n'explique pas de façon managériale, de façon scientifique, à qui il va faire appel. Ce n'est pas lui qui va faire. Quelles sont les ressources humaines dans son ministère? Avons-nous des vrais ingénieurs capables de produire de l'eau potable? Si oui, mais qu'ils viennent devant vous. Mais déjà, à ce niveau-là, comment expliquer qu'une grande société aussi stratégique que la LCDE puisse arriver à un niveau où il y a rupture des produits ou des réactifs, du traitement de l'eau? Comment expliquer ça? Cela veut dire qu'on ne prévoit pas, on ne vérifie pas les stocks, tout ça. Monsieur Perrin, on va peut-être arrêter de faire les gymnastiques intellectuelles et psychologiques. Il n'y a qu'une seule raison qui justifie le fait que les Congolais manquent d'eau et d'électricité. Le je m'en foutisme, c'est-à-dire je m'en fous de vous. Parce que si réellement, ce n'est pas le je m'en foutisme, on vient avec des éléments factuels, on vient avec les données. Et tous les jours, les Congolais doivent vérifier que oui, on est... Demandez à ce directeur, les deux d'ailleurs, l'électricité et l'eau, quel est le programme annuel de distribution, de fabrication, de transport et de distribution de l'électricité? Quel est le programme? C'est-à-dire, ces deux directions ont prévu donner l'eau et l'électricité à combien de ménages? Soyons sérieux. Moi, je ne lui demande pas de réparer les tuyaux en 5 jours. Je m'en fiche des tuyaux. Mais lui, quand on le nomme directeur de la Congolaise des eaux, il a prévu donner de l'eau aux Congolais de Brazzaville, de Pointe-Noire, de Kinkala, de Betou, d'Oyo, d'Owando, de Djambala, de Komono, de Sibiti, de Bouansa. Et ça nous ramène encore sur le tripatouillage des résultats du recensement, parce que tout ça aussi, ça compte pour savoir combien de Congolais ont besoin de l'eau, par exemple, en 2024. Il vous montre juste le document dans lequel il a couché noir sur blanc sa stratégie de donner de l'eau aux Congolais. Une population ne peut pas doubler en 20 ans sa démographie lorsque les populations n'ont pas de l'eau potable. À Dolisie, vous avez eu une épidémie des mains sales parce qu'il n'y a pas d'eau potable.
Comment voulez-vous que dans la Likwala, dans la Sanga, dans la cuvette, les populations doublent alors qu'en termes de besoins... on parle aussi d'un taux de mortalité qui a vraiment augmenté. Lorsque les gens boivent l'eau de la rivière, l'eau de la rivière peut être propre et limpide, mais elle n'est pas potable. Le cours de l'école primaire qu'on nous donnait, classe de CM1, CM2, l'eau propre n'est pas l'eau potable. Ils doivent peut-être retrouver leur cahier de l'école primaire parce qu'ils n'ont pas compris. Donc, l'eau potable est une production stratégique de l'État pour garder sa population en bonne santé. Vous ne pouvez pas parler de la bonne santé des populations alors qu'ils n'ont pas d'eau. Et ces gens, ce ne sont pas des incompétents, des fois je les traite, mais c'est faux. Ce sont des irresponsables. Monsieur Perrin, mieux vaut que vous puissiez coopérer avec un incompétent qu'un irresponsable. Parce qu'un incompétent, il peut aller chercher la compétence et faire du bon travail. Mais un irresponsable, ça suppose que même s'il est compétent, il fait exprès pour vous affamer, pour ne pas vous donner l'eau et l'électricité. Vous avez l'autre qui passe plus des journées dans des fêtes en train de danser et de chanter. Que de faire son travail, de donner l'électricité aux gens. C'est de l'irresponsabilité caractérisée. À Kinsundi, précisément, au marché Sachet, non loin des cimetières de Mukundingwaka. Monsieur le directeur général de la Société Énergie électrique du Congo, trouvez les solutions parce qu'en cas de pluie diluvienne, c'est très grave ici. Regardez, ça peut faire, c'est un câble moins de 200 mètres. Mais nous avons une partie pratiquement de 100 mètres qui est à terre. Regardez vous-même. Et ce câble est dans la canalisation. Parce qu'au cas où il y a la pluie, et il y a le courant. Hein. Il y a le courant, regardez. Tatadou Danga, s'il te plaît. Nous sommes à Kinsundi, c'est le marché Sachet là. Et Sassou Nguesso vient, il vous dit, je vais lutter contre les antivaleurs. Là aussi, il se moque des gens. Parce qu'il nomme les gens qui ne font pas du bon boulot. Et ils les gardent dans des postes avec des salaires mirobolants. Mais moi, je veux savoir que nos ingénieurs viennent parler dans nos familles, parmi nos amis. Vous avez toujours des gens qui viennent bomber la poitrine. Je suis ingénieur à la SNE. Mais pourquoi on n'a pas l'électricité? Viens parler. Je suis ingénieur à la SNDE. Mais d'accord, pourquoi on n'a pas l'eau? Le combat pour le bien-être des Congolais, ce n'est pas un combat de l'UPADS avec le PCT ou de Yuki avec le RDPS. C'est le combat de tous les Congolais, y compris les intellectuels. Y compris les intellectuels, y compris les religieux. Donc, il y a une irresponsabilité de nos dirigeants qui viennent à la télé, qui vous disent, dans 5 jours, vous allez voir que c'est fait. Et 5 jours après, il viendra vous raconter une autre connerie. Mais il s'en fiche, parce qu'il sait que le président ne va pas le sanctionner et le peuple ne va pas se soulever. Parce que le jour où les Congolais vont commencer à... Regardez dans les autres pays. Les pays sahéliens ont plus d'eau potable que les pays d'Afrique centrale qui sont entourés des cours d'eau douces. Vous avez même des pays de la Méditerranée qui, par le processus de désalinisation, obtiennent de l'eau potable plus que nous qui avons l'eau douce, alors que l'eau douce est plus facile à traiter. Il a dit, on met 4 produits, on a l'eau potable. Mais allez voir dans le Sahel, qu'est-ce qu'on fait pour avoir l'eau potable. C'est plus compliqué que ça. Et nous avons 14 000 milliards. Vous allez vérifier pourquoi on n'a pas le 4e produit. Parce qu'on n'a pas payé les factures. Parce que le Congo, c'est un pays de nyongologues. Ils ne payent pas leurs fournisseurs. La raffinerie de pétrole. Moi, j'étais encore au Congo. Pourquoi la raffinerie a souvent des pénuries de carburant? Mais parce que nous ne payons pas nos fournisseurs. Christelle Denis Sassou Nguesso, pendant longtemps, n'a pas payé les fournisseurs. Donc, on ne nous a pas fourni les produits chimiques pour lubrifier nos carburants. Et conclusion de course, pénurie. Parce qu'ils savent prendre, mais ils ne savent pas payer. C'est de l'irresponsabilité caractérisée. C'est de l'irresponsabilité caractérisée. Et l'autre directeur général, vous avez déjà amorcé, c'est Adou Danga, en fait. J'allais dire le tristement célèbre Adou Danga qui aime danser tout le temps, on le voit sur les réseaux sociaux, qui expliquait, et lui, il s'occupe de l'électricité. 2024, une année qui commence bien, mais ce matin, il y a eu déjà une coupure. Donc, on ne peut pas s'empêcher de parler. Il y a eu des coupures. Donc, on a eu l'impression que 2023 nous a suivi dans 2024. Adou Danga, pourquoi
Pourquoi tu fais ça? Adudanga, pourquoi tu fais ça? Adudanga, Alors, il expliquait que finalement, le réseau électrique congolais est linéaire et non bouclé, comme le veulent les normes. Avec ce type de réseau, une simple surtension, même due à un coup de foudre, pourrait paralyser tout le réseau de distribution. Alors, cela veut dire qu'il est conscient que le réseau congolais, le réseau électrique congolais tel qu'il est fait, ne peut garantir évidemment la facilité, bien sûr, de secourir les cas de panne. Comme il le dit, il est là depuis je ne sais pas combien de temps, 2 ans ou 3 ans déjà, mais le problème d'électricité, c'est comme on l'a dit, c'est pareil avec le problème d'eau. Potable au Congo-Brazzaville, c'est un problème qui date d'il y a longtemps, et là aussi, je crois que depuis les années presque 2009, et là, c'était beaucoup plus grave parce que finalement, les Congolais pouvaient passer 1 mois, 2 mois sans électricité. Je me rappelle, à Pointe-Noire, il y a eu des moments comme ça. En 2023, pendant la période des fêtes, M. Adou Danga vient expliquer qu'il n'y a pas d'électricité parce que le réseau électrique congolais est linéaire. Donc, il connaît le problème, mais il n'a jamais, disons, le gouvernement congolais n'a jamais résolu cela. Il parle d'ailleurs de la fourniture de l'électricité aussi par la RDC. Et si on ne négocie pas avec la RDC, les problèmes vont continuer. Le Congo a, j'allais dire, tout ce qu'il faut, les atouts pour se doter des barrages capables de fournir tout le pays. C'est un petit pays aujourd'hui qui est passé à 6 millions d'habitants. Comment expliquer tout ce scénario? Il faut l'appeler comme ça. Je ne sais pas s'il faut l'appeler scénario, mais on se moque bien des Congolais, là. C'est ça, c'est moquer le Congolais, mais imaginez, en fait, ce que M. Adou Danga est en train de vous dire, c'est exactement un père de famille qui travaille tous les jours. À la fin du mois, il a son salaire. Et puis, on lui demande pourquoi l'enfant échoue à l'école. Il dit, ah oui, mais justement, l'enfant échoue à l'école parce qu'il n'a pas de cahier, il n'a pas de stylo pour aller à l'école. D'accord? Mais qui doit régler le problème? C'est quand même incroyable que vous avez un directeur de la société d'électricité qui vient vous parler des problèmes pourquoi les Congolais n'ont pas l'électricité. Je suis d'accord. Vous savez, moi, je suis, comment on appelle ça, usager de l'électricité. Je suis consommateur. Je paye mes factures. Donc, que votre système soit linéaire ou bouclé, je m'en fiche royalement. Très sincèrement. Mais vous imaginez si les 1 milliard de Chinois doivent savoir si leur système est linéaire ou bouclé? Mais une fois de plus, M. Perrin, on est dans quel pays? Les Congolais, c'est pas un Congolais, ce n'est pas son problème de savoir si la raffinerie de Pointe-Noire a les produits. Son problème, c'est d'avoir le carburant et son pétrole pour s'éclairer. Vous avez un PDG de la raffinerie dont la responsabilité, la mission, c'est de faire de sorte qu'on ait le carburant. Donc, M. Adou Danga, c'est sa responsabilité quand il vous parle de ça. En fait, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Tous les directeurs que vous avez au Congo, tous, petit principe de management, prenez n'importe quelle structure, CHU, CFCO, la société d'électricité, la société d'eau, qu'est-ce que je peux encore ajouter? Les supermarchés, tout ce que vous voulez. Le directeur général, lorsqu'il prend ses fonctions, il a un projet managérial. Il a un projet managérial. Il dit, moi, je suis capable de vous fournir l'alimentation pour nourrir tout Brazzaville. Et il explique. Et il le met en pratique. Donc, l'eau, l'électricité, pareil. Si c'est ce qu'ils ont étudié, leur but, c'est de dire chaque année, combien nous avons prévu connecter combien de gens à l'électricité, mais aussi, nous avons prévu produire cette électricité de quelle façon? Comment nous allons produire l'électricité? Comment nous allons stocker l'électricité? Comment nous allons transporter l'électricité jusqu'au lieu de consommation? Et comment nous allons connecter les ménages à l'électricité? L'eau, pareil. Vous avez une vidéo qui traînait sur Internet de Honoré Saï, alors ministre de l'Énergie, avec des Russes ou des Ukrainiens, qui parlaient des barrages, de Chenal, de quoi. Et vous avez un Congolais ingénieur en électricité qui leur a dit, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais ce que vous faites là, on n'a jamais réalisé ça. Vous imaginez?
Eh bien, on fait une vidéo pour essayer d'épater les gens. Mais on va épater qui? Quand les gens souffrent, ils ont besoin de solutions. Donc, il faut que les directeurs que vous avez au Congo, peu importe les structures, je vous dis, monsieur le journaliste, il faut les inviter et mettez en face d'eux des intellectuels, mettez en face d'eux des contradicteurs, mettez en face d'eux des consommateurs. Parce qu'ils doivent nous expliquer. Pendant que vous le dites, on a eu, je pour crois, terminer, M. Perrin, il y a quelqu'un qui nous disait, juste une parenthèse, il y a quelqu'un qui nous disait au Congo, on pouvait même, je crois, monter des barrages, des mini-barrages flottants sur le fleuve Congo, et on peut avoir de l'électricité. Donc, en fait, voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure, le Congo a les atouts. Mais on ne comprend pas que, bon, Adou Ganga, qui vient à la télé, publique en plus, se met à la rigueur à narguer les Congolais, à leur faire croire, écoutez, on ne trouvera pas de solution, parce que c'est ce que ça veut dire. En d'autres termes, vous devez encore attendre pendant longtemps, on n'aura pas de solution, il n'y a pas de solution durable pour ce problème de délaissage intempestif. Mais demandez à Mme Arlette Soudan, la ministre de la Transition écologique. Vous avez par exemple dans le fleuve Congo ou dans le Djoué des zones non navigables. Des zones non navigables, et comme ce n'est pas navigué, ça ne génère personne, on peut produire de l'énergie éolienne. Et vous avez des pylônes. Ça dépend de la catégorie des pylônes. Je ne suis pas spécialiste, il faut demander aux spécialistes, mais moi, je suis aussi les informations en Europe. Certains pays, vous avez des pylônes. Une pylône va vous coûter entre 10 et 15 000 euros et la production est capable d'alimenter 20 000 personnes. Vous imaginez? Donc, vous prenez déjà les pylônes, 20 000 personnes, vous pouvez ajouter le soleil. Nous avons une période d'ensoleillement incroyable. Le soleil, c'est plus que la moitié de la journée. Et toute l'année, nous avons le soleil. Même pendant la saison sèche, on ne fait pas 3-4 jours sans les rayons de soleil. Donc, avec les pylônes, donc l'énergie éolienne, le solaire, nous avons là les énergies renouvelables. On n'a pas forcément besoin d'aller couper l'eau pour faire des barrages. Et si vous développez la filière photovoltaïque, même dans les villages, vous donnez de la lumière aux gens à moindre frais. Et vous créez comme ça des pôles d'intervention et de maintenance technique. Je prends un exemple tout à fait simple. Au Wando, vous mettez une équipe de maintenance technique et depuis au Wando, zone de confluence, on va partout. On va partout. Donc, on travaille avec tous les Congolais. Mais on vient nous faire des théories à 2 balles alors que les populations souffrent. Aujourd'hui, il faut faire de l'aménagement du territoire. On ne peut pas laisser. Nous sommes là avec un pouvoir irresponsable. Le pays est en train de mourir. Il y a les inondations, il y a les éboulements et on est en train d'assister. Et puis vous avez, comment vous l'appelez, Thierry Mungala? Oui, qui vient comme un maître d'école primaire, qui veut officier auprès des enfants de 6 ans, 7 ans, pour dire on va mettre 2 milliards. 2 milliards, alors que précédemment on avait prévu 60 milliards. Comment vous passez de 60 milliards à 2 milliards? Quand les problèmes avaient commencé, on a dit 60 milliards. Les problèmes sont devenus graves, c'est 2 milliards. On débloque 2 milliards 500 pour traiter les érosions. Et est-ce que ces gens-là percutent? Est-ce qu'ils percutent dans leur tête? Quelqu'un qui n'a que la fièvre. Écoute, évidemment, pendant que vous le dites, lorsqu'on écoute le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso, il est bien clair là-dessus. Il dit, bon voilà, en fait, le montant qu'ils ont fixé, c'est autour de 60 milliards, c'est ça, 69 milliards par là, mais ils n'ont débloqué que 2 milliards 500 pour traiter les érosions. Alors après, on se pose la question de savoir, comme vous le dites d'ailleurs, de 69 milliards à 2 milliards, il y a quand même un écart. Et il le dit d'ailleurs, parce que je vais vous proposer de suivre évidemment son intervention et on revient sur le plateau suivant. La ville de Brazzaville, par exemple, compte plusieurs érosions, dont certaines plus spectaculaires ont fait l'objet de traitement. À ce jour, elles se trouvent encore être déstabilisées. On peut citer les cas des érosions de Mimi et de Ngamakosso. Parallèlement,
D'autres sont actuellement en travaux ou en attente de lettres. C'est le cas des érosions d'un filou du lycée scientifique de Ngamakoso. La loi de finances a prévu pour l'exercice 2023 une inscription budgétaire de 1,8 milliard de francs CFA pour le traitement des érosions et glissements des terrains et prévoit, au titre du budget 2024, une inscription de 2,5 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 700 millions de francs CFA. Ces allocations s'avèrent très maigres au regard de l'ampleur des travaux à réaliser. Nous en sommes conscients. À titre d'illustration, les travaux de traitement des érosions d'un Kombo, d'un Filou et du lycée scientifique coûtent respectivement environ 7 milliards 105 millions de francs CFA, 32 milliards 888 776 486 francs CFA et 29 milliards 515 437 250 francs CFA si nous voulons d'un vrai traitement qui puisse s'inscrire dans la durée et préserver les générations futures de ces accidents que nous connaissons actuellement. Didier Woni-Volo, alors vous venez de suivre donc le Premier ministre qui démontre que finalement pour traiter efficacement les érosions, il faut au moins 60 à 69 milliards pour éviter évidemment de faire vivre ce calvaire aux générations futures. C'est ce qu'il dit. Mais cependant, ils n'ont débloqué que 2,5 milliards pour l'année 2024. En d'autres termes, qu'est-ce que cela veut dire? Vous avez le choix entre le foutage de gueule, l'amateurisme, la médiocrité. Voilà, vous avez le choix. Parce que c'est comme si vous êtes malade. Le médecin dit, voilà, pour vous traiter efficacement, voilà le traitement qu'on doit vous appliquer. Mais pour l'instant, on ne vous donne que des antalgiques, on ne vous donne que des antidouleurs, et puis le reste, on verra. On verra, c'est quand. Et ça, c'est pas gouverner. Gouverner, c'est prévoir. Et là, le patient va mourir. Gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est organiser les choses. Il y a une méthodologie de travail. Et là, vous pouvez voir... Donc, mais moi, ma question, Didier Woni-Volo, je reviens là-dessus. Déjà, le coût des travaux est connu, supposé être connu. Il parle de 69 milliards. C'est bien Anatole Koliné-Makosso qui en parle. Mais 2,5 milliards de francs CFA seront débloqués pour 2024. Mais pour faire quoi? À quoi cela va servir concrètement? C'est la question que j'allais vous poser. Mais il faut inviter Koliné-Makosso qu'il vienne. C'est une façon de dire à la population, ben, écoutez, nous, on ne peut rien faire pour vous. C'est la pensée magique de Koliné-Makosso dont je vous parlais déjà lors d'une précédente émission. Koliné-Makosso, il a une légèreté intellectuelle et une légèreté langagère qui renvoie au fait que je dis, donc ça se fait. Hein, une espèce de pensée magique. Mais il faut qu'il explique aux gens, les 2 milliards ne vont servir à rien. Les 2 milliards, quand vous... Déjà, tout le Congo est concerné par les inondations, par les éboulements, comme on l'appelle. Les érosions. Le ministre de la communication le dit lui-même, est concerné par les inondations et les phénomènes d'éboulement. Ce qui dit éboulement dit tout processus, qui dit érosion, dit tout processus d'attaque de matériaux, d'arrachement de matériaux, de transport de matériaux et d'accumulation de matériaux en aval. Mais il faut donc traiter ce problème, c'est-à-dire l'aménagement du territoire, c'est-à-dire traiter le ruissellement de l'eau. C'est l'eau souvent, hein, c'est l'eau qui transporte, ou sinon, ou s'il y a tremblement de terre. Et mais chez nous, principalement, ce sont les érosions. On appelle ça, si je me rappelle encore mon petit cours de géomorphologie à l'université Marengwabi, merci à ce professeur qui m'a aidé à comprendre, ce sont les érosions de versants. Hein, ce n'est pas du tremblement de terre, c'est-à-dire c'est sur les pentes. Donc, il y a un processus d'attaque par la pluie, donc l'eau de pluie qui tombe sur les versants, attaque, arrache, transporte et accumule. Favorisé aussi par l'absence des canalisations. C'est pour ça que je parle de l'aménagement du territoire. Nécessaire. Il faut appeler les spécialistes. Ça renvoie à la phrase de Rabelais. Nul n'entre ici s'il n'est géomètre. C'est un conseil que je donne aux Congolais. Lorsque vous avez un problème, allez demander les spécialistes. Aujourd'hui, il y a un diplôme universel dans tous les domaines. Les diplômes d'ingénieur. Même dans les sociales, on parle d'ingénierie. Mais parce que l'ingénierie vous donne une technicité, un savoir particulier sur le problème, sur d'où ça vient, comment ça se manifeste et comment je traite et comment je fais le service après-vente. Or, vous n'avez que vos ministres bidons médiocres qui viennent parler, mais jamais ceux qui ont fait l'ingénierie de aménagement du territoire, ponts et chaussées, habitat et construction. Même, je vais vous dire une chose, quand j'étais étudiant en Chine,
vous avez dit les constructions sauvages là, et le manque d'aménagement. Quand j'étais en Chine, il y a un Congolais, un ami congolais qui était là, qui a fait son master degree en architecture. Vous savez la question qu'on lui a posée? Lorsque vous construisez les maisons au Congo, compte tenu de l'écoulement des eaux de pluie et du vent, comment vous orientez les ouvertures, portes et fenêtres? Et pourtant, nous tous, on a vécu dans des maisons. Qui le sait? En réalité, du point de vue de la construction des maisons, selon le sens de l'écoulement des eaux, il y a une orientation qu'on donne aux ouvertures, portes et fenêtres. Sinon, l'eau rentre dans les maisons. En France... Oui, mais lorsque vous parlez de l'aménagement du territoire, généralement, bon, voilà. Et s'il faut dire, les défenseurs de ce régime qui viennent sur les réseaux sociaux parlent plutôt comme qui dirait, des changements climatiques, voilà. Et donc, le Congo est aussi victime de ces changements climatiques. Oui, on va dire probablement, mais personne dans ne le dit le même contraire. temps... Monsieur Perrin, personne ne nie qu'il y a des changements climatiques. Mais la différence avec le Congo, c'est quoi? C'est qu'on ne s'y est pas préparé. Et le rôle du gouvernement était de préparer le pays à affronter les changements climatiques. La nature vit sa vie. Vous n'allez pas empêcher la nature de pleuvoir. Vous n'allez pas empêcher l'eau. Par contre, s'il pleut, comment nous assurons en altitude la collection de l'eau de pluie à certains endroits pour que ça ne crée pas de l'érosion et on crée des canalisations pour permettre l'écoulement de ces eaux de pluie. L'avantage de Brazzaville, par exemple, et de Pointe-Noire, ou de la plupart des villes et villages au Congo, c'est que vous ne verrez pas une ville, une commune au Congo sans rivière. Donc, il faut traiter la rivière. Un cours d'eau, par exemple, comme à Doukoutiekele, on peut faire de l'aménagement du territoire et ajouter soit de la largeur, soit de la profondeur pour que Madoukoutiekele puisse accueillir plus d'eau que d'habitude et éviter que l'eau stagne dans la ville. Mais ça, c'est aux politiques de décider en termes de politique publique d'aménagement du territoire. Et les ingénieurs viendront avec des propositions. On peut créer plein de choses. On peut créer les bassins de rétention d'eau de sorte que quand il y a trop d'eau, on ouvre les vannes, l'eau va dans ces bassins-là et on l'évacue au fur et à mesure que le débit de Madoukoutiekele ou de l'Aléfini ou peu importe fait. Le Djoué, regardez, le Djoué est en train de prendre les proportions du fleuve Congo et inonder les maisons à Makelekele et à Bam. Mais ça, c'est pas normal. Il faut donc traiter le Djoué, traiter même au niveau des abords, faire des élévations de 2 mètres ou de 3 mètres, créer un vaste espace de sorte que le Djoué puisse avoir une capacité de recevoir plus d'eau et l'eau ne va pas dans les maisons des gens. Mais si moi je suis président, c'est ce que je ferai. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, au nom du CRC, nous sommes prêts pour diriger ce pays-là, M. Perrin. Ce n'est pas de la blague. On n'est pas en train de raconter une histoire à faire dormir les enfants congolais. Nous savons ce qu'il faut faire. Donc, à vous écouter, Didier Willy-Volo, vous êtes en train de nous dire que le Congo a, disons, à sa tête des hommes, des gens, une élite qui ne veut rien faire pour les Congolais parce que finalement, ils ont tout, ils ont l'argent. Tout à l'heure, vous avez rappelé d'ailleurs les 14 000 milliards, pendant que Anatole Koliné-Makosso parle de 2 milliards 500 pour traiter les érosions, alors qu'ils ont besoin de 69 milliards seulement sur 14 000 milliards, c'est beaucoup d'argent. Pareil pour indemniser, sinon assister les sinistrés, c'est ce qu'ils ont dit également. Ils ont débloqué, je crois, 2 milliards 419 millions de francs CFA pour assister les victimes des inondations. Mais ils vont assister les victimes des inondations. Tout à l'heure, vous avez même dit que ce n'est pas fini. Il y a encore l'eau partout et les pluies ne sont pas finies. Monsieur Perrin, on parle beaucoup de Brazzaville, Pointe-Noire, mais regardez la situation de Mosaka. À Mosaka, c'est devenu un drame qu'on est en train de vivre. 20 000 habitants. Mais 20 000 habitants, soit le gouvernement prend la décision de les déplacer sur une terre ferme, une terre sèche, et puis le gouvernement s'engage à reconstruire ailleurs, soit vous faites venir. Vous avez dit peut-être qu'ils ont fait venir les étrangers. Les Pays-Bas, par exemple, ont un savoir-faire dans la construction des maisons sur l'eau, puisque les Pays-Bas, c'est un pays qui est en dessous du niveau de la mer. Donc, quand l'eau monte, les maisons montent, et quand l'eau descend, les maisons descendent. Et alors, on peut faire appel à des ingénieurs, on peut envoyer nos ingénieurs à nous d'aller étudier aux Pays-Bas si les populations ne veulent pas se déplacer parce que c'est leur lieu où ils ont leur esprit, leur âme. Eh bien, l'État a le droit de leur construire des maisons sur pilotis, mais de type moderne.
Les premières maisons nilotiques pour se protéger, par exemple, des bêtes féroces, on les construisait parfois dans les zones marécageuses, dans l'eau. Mais aujourd'hui, vous avez des pays qui ont des systèmes modernes pour le faire. Monaco, les Denis Sassou Nguesso, ils ont des maisons à Monaco. Mais ces maisons-là, c'est construit sur la mer. C'est pas sur la terre ferme. La terre ferme en Monaco, c'est quoi? C'est 5000 mètres carrés, je ne sais plus. 5000, je sais plus, kilomètres carrés. Mais le reste, c'est sur la mer. Dubaï qu'ils admirent. Dubaï, dans les années 80, c'est un village de pêcheurs moins attirant que Dolisie ou encore Nkaï. Mais aujourd'hui, tout le monde dit, si tu m'aimes, il faut m'amener à Dubaï. Mais les autres ont travaillé. Les autres ont travaillé. Donc, aujourd'hui, il appartient à l'État. Pour terminer sur ce sujet-là, M. Perrin, on va laisser de côté les 14 000 milliards. Le budget 2023, il a été voté en excédent de 500 000 milliards. Pourquoi les 500 000 milliards d'excédents budgétaires ne peuvent pas être affectés dans les problèmes des érosions? Parce que quand on dit excédent, ça veut dire que c'est la somme d'argent supérieure qui est prévue pour rien. Donc, on peut l'affecter à n'importe quelle dépense, si tant est que c'est une dépense nécessaire pour le pays. Donc, on ne peut pas mettre 2 milliards pour les érosions, alors qu'on a besoin de 69 milliards, et à côté, on a 500 milliards des excédents budgétaires. Amenez-moi tous les membres du gouvernement et Denis Sassou Nguesso, on va causer sur ces sujets-là, on va débattre. Et c'est la question que tout le monde se pose finalement, où va l'argent du pétrole congolais? Tout à l'heure, vous avez rappelé Dubaï. Dubaï a été construit avec l'argent du pétrole, peut-être pas que, mais où va donc l'argent du pétrole congolais? Parce que les inondations dont on fait état, Pointe-Noire aussi est victime. Nous avons vu ce qu'est devenu Pointe-Noire et je me rappelle encore des propos d'Anatole Collinet-Makosso qui berçait tout le monde, les Pontonegrin, leur disant on va rendre Pointe-Noire très belle, cette jolie, comment il disait, belle ville, tout ce qu'il a raconté autour, à l'occasion, bien entendu, du centenaire de Pointe-Noire. Mais le centenaire est passé. Allez-y voir ce qu'est devenu Pointe-Noire. Et je crois qu'il y a un souci. Où va donc l'argent du pétrole du Congo? On ne peut pas non plus dire, mettons à côté les 14 000 milliards, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Il faut qu'on en parle. Où va l'argent du pétrole et du bois congolais? Il y a Alphonse Maboussou qui a fait des démonstrations assez élogieuses. Et puis vous avez tous les Panama Papers, Libération et tout. Il y a un peu de tout. Il y a le fait qu'ils gardent des milliards chez eux. On voit bien, dès que les gens vont piller leur maison en Europe ou au Congo, évidemment, ils tombent sur des caisses de milliards. Il y a les remboursements, certainement, de ceux qui les ont aidés à venir au pouvoir. Mais il y a aussi le financement de se maintenir au pouvoir, les contrats avec les Rwandais. Le roi, ne vous trompez pas. Monsieur Perrin, une fois de plus, je vous dis, convoquez-moi les spécialistes en économie, en géographie économique. Tout ce que Kagame est en train de faire au Congo avec Denis Sassou Nguesso, c'est à 100% financé par l'argent du Congo. C'est ça ce qui met là. Kagame. Donc c'est un blanchiment des capitaux. Kagame n'en a pas, il n'en aura pas. Kagame n'en a pas, il n'en aura. Il n'y a pas une production économique au Rwanda pour que Kagame puisse avoir de l'argent pour investir au Congo pour faire l'agriculture. C'est faux. C'est toujours l'argent de notre trésor public, de notre pétrole, du bois. C'est-à-dire que toutes ces magouilles, c'est notre argent qui y va. Vous avez eu l'affaire de l'avion présidentiel. On a acheté un avion présidentiel à 60 millions d'euros qu'on a mis sur le nom de quelqu'un. C'est ce que dit l'ambassadrice, que c'était l'ambassadrice de France au Congo dit, c'était au nom d'un particulier. Semble-t-il, la fille du président. Moi, je n'ai pas vérifié, j'ai dit semble-t-il. Et le Congo loue cet avion-là. Donc, vous voyez le tripatouillage financier. L'argent va où? Ça va dans tout ça. Mais comme c'est un autre avion a été cloué au sol à Dubaï, je crois, toujours pour impayer, 1,5 milliard. Et dernièrement, on apprenait que le Congo voulait participer. Je ne sais pas s'ils l'ont déjà fait. Voilà. Oui. Pendant que Eker attend encore sa remise. Mais c'est toujours ça. C'est-à-dire que, citez-moi une entreprise créée au Congo et dans laquelle on respecte les règles managériales. Citez-moi une entreprise. Peu importe le domaine, prenez n'importe quel domaine. Que ce soit le secteur primaire, tertiaire, secondaire, les services, il n'y en a pas. Parce que ces gens-là n'aiment pas une chose. Le cadre, la règle, la limite, l'ordre, l'éthique, la déontologie.
Il déteste toutes ces choses qui fondent le travail politique, mais qui fondent le travail économique, qui fondent la nation. Si vous et moi, on doit vivre dans la même société, il faut qu'on se mette d'accord sur les règles de partage du pouvoir politique et du partage du pouvoir économique et financier. Mais si vous me dites qu'il n'y a que vous ou il n'y a que moi qui doit détenir le pouvoir politique, le pouvoir économique et le pouvoir financier, évidemment, je brise le contrat social. Dans n'importe quel pays, dès lors que Denis Sassou Nguesso vient d'Oyo, s'accapare de la richesse du Congo, les gens de Pointe-Noire ont raison de se révolter et de tout faire sauter. Parce que Sassou est le premier à briser le contrat social. Mais s'il met les aides, les allocations familiales, les 14 000 milliards, il les sort, on règle le problème des érosions, de l'eau et de l'électricité. Et il dit, j'ai fait mes 2 mandats, je pars. Il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. Et même celui qui gagne, s'il est toujours d'Oyo, c'est pas grave. Au moins, lui, il est parti. Voilà quelqu'un qui se maintient au pouvoir par des méthodes de brigands et qui laisse mourir les Congolais. Les Congolais ont le droit de se révolter contre lui. Quand Merci le pouvoir beaucoup, devient trop Didier tyrannique, Mouni. le peuple se soulève. Voilà, c'est la fin donc de cette émission. L'heure est arrivée. Voilà. Le temps qui nous avait été imparti est arrivé à sa fin. Merci Didier Mouni Volo d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes un spécialiste des questions internationales, porte-parole du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. En tout cas, merci d'avoir été avec nous sur Télarc TV R7. Merci à vous pour votre invitation. Ça a été un plaisir d'échanger avec les Congolais. Je vous en prie. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir encore fait confiance aujourd'hui, hein, comme d'habitude. Et ça, je ne cesserai de vous rappeler. Cliquez sur le petit pouce solaire juste au bas de la vidéo. Partagez cette émission pour nous aider à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Dites-nous également en commentaire ce que vous pensez des sujets que nous avons eu à échanger au cours de cette émission. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.